Bonsoir à tous. Bienvenue à cette 49e édition de Alliance Éco. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour suivre cette émission. Alors, il est quelle heure maintenant? Il est très exactement 20 heures. Je commence à temps, c'est parfait. Ce ne sera pas une très très longue émission ce soir, mais ça traite d'un sujet quand même fort important. À nouveau, j'essaye d'être le plus précis et le plus vulgarisateur possible, de façon à ce que tout le monde comprenne. Et je répète ma requête à tout le monde, à savoir que je suis très preneur de feedback, de rétro-information, pour savoir si ces émissions vous conviennent, si c'est compréhensible ce que je raconte, ou si ce n'est pas compréhensible. S'il y a des sujets que vous souhaitez revoir, répéter. Bon, j'ai aujourd'hui une bibliothèque d'émissions toute prête, celle que j'ai faite l'année dernière. J'imagine que ça pourrait être intéressant de les reprendre, ou du moins certains thèmes à reprendre. Et donc voilà, si vous avez des feedbacks à me donner, je vais essayer de retrouver mon mon mail. Je vous invite vraiment à écrire à f.or2p@pm.me, de sorte que je puisse répondre au mieux à vos attentes. Et maintenant, sans plus attendre, passons au menu du jour, donc au plat de résistance. Voilà. Alors, le plat de résistance, c'est quoi? Comme d'habitude, c'est vrai que j'oublie toujours de dire ça, mais c'est ma première planche. Bien évidemment, c'est de vous dire que l'or n'a pas bougé énormément sur les 15 jours, c'est-à-dire qu'ils ont monté, puis il a redescendu, et aujourd'hui, il est à peu près au même prix en euros qu'il y a 2 semaines. Il a quand même pris 0,47% d'augmentation, une augmentation lente mais constante. Et l'objet de ce soir, c'est de vous dire que ces prix-là, c'est très temporaire et que ça va monter assez fort, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il y a quelqu'un qui m'appelle. Oui, ma chérie. Mon chéri, il est 20h03, il faut commencer. Eh ben, j'ai commencé, je suis déjà... J'ai commencé, je suis en live là. Moi, j'ai rien. Ah ben alors... Moi, j'ai toujours la musique. La musique, c'est pas possible parce que je l'ai fini. Alors, tu es en retard là. Tu es en retard. Attendez, je vais quand même demander au public, puisque ma femme me dit qu'elle n'entend rien et elle n'est pas avec moi parce elle est à 500 ou 600 km de moi. Comment est-ce que je fais pour arriver à avoir ma... Voilà. Donc je vais quand même aller voir dans les commentaires. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que dans les commentaires, il y a des personnes qui peuvent me dire si elles m'entendent ou non? Oui, le son est OK. 7 sur 17 sur 17, 17 sur 17. C'est OK pour nous. Bon, ma chérie, je suis désolé, mais c'est de ton côté que ça marche pas. Voilà. Alors, donc, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Eh bien, de l'or, bien évidemment, en tout cas l'augmentation, et je disais que ce prix n'allait pas rester comme ça, il allait monter très fort en 2026, ou il va monter très fort en 2026 et 2027. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'il va monter? Eh bien, à cause de quelque chose que j'ai déjà abordé dans un live précédent, à savoir le Bitcoin Strategic Reserve Act, qui est donc un acte ou un ordre exécutif, donc une loi que M. Donald Trump a signé le 6 mars 2025 et qui établit un fonds de réserve monétaire stratégique. Alors, on va examiner de plus près ce soir
ce fonds de réserve monétaire et surtout les conséquences que cela aura sur nous, sur l'or, etc., etc. Alors, dans cet ordre exécutif, il y a quand même un certain nombre de paragraphes importants. Et donc, j'ai sorti les paragraphes les plus comment dirais-je, les plus nécessaires à mon discours de ce soir. Dans la section 2, sous-section B, il est dit « Le secrétaire au Trésor élaborera des cadres pour l'acquisition, la conservation et la gestion des actifs de réserve stratégiques, y compris, mais sans s'y limiter, les actifs numériques et les métaux monétaires. » Qu'est-ce que ça veut dire, les actifs numériques et les métaux monétaires? Eh bien, les actifs numériques, c'est le Bitcoin et peut-être d'autres actifs numériques tels que l'USDT ou l'USDC, qui sont des stablecoins, des coins qui sont adossés à l'euro, au dollar et qui valent $1 chacun. Et les métaux monétaires, c'est quoi les métaux monétaires? Bien, évidemment, en premier lieu, c'est l'or, en deuxième lieu, c'est l'argent, en troisième lieu, c'est le platine, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, cet ordre exécutif donne bien le cadre. Il s'agit de créer des réserves en crypto et en métaux monétaires, pour le dire en langage de tous les jours, or et argent essentiellement. Section 2, sous-section C, elle dit « Le secrétaire au Trésor établit des méthodes d'évaluation des actifs stratégiques détenus en réserve, en veillant à ce que ces évaluations reflètent à la fois les conditions du marché et les considérations de sécurité nationale. » Alors, qu'est-ce que c'est que les conditions de marché? Ben, évidemment, c'est les prix du marché, comment est-ce que le marché évolue, etc., etc. Et les considérations de sécurité nationale, eh bien, ça a trait immédiatement au fait que le dollar est considéré comme une arme stratégique par les États-Unis et que, par conséquent, ils peuvent utiliser le dollar comme ils l'ont déjà fait, comme outil de punition, par exemple en gelant les avoirs russes, par exemple en assassinant ou en faisant assassiner Kadhafi, par exemple en traitant le Venezuela et de gros méchants et en empêchant le Venezuela de pouvoir utiliser correctement ses réserves en dollars. Et donc, par conséquent, il faut comprendre que la réserve stratégique monétaire peut être considérée aussi comme une arme que les États-Unis sont en train de mettre en place par rapport à d'autres pays. Mais vous allez voir qu'au départ, ce n'est pas tout à fait ça l'objectif premier. L'objectif premier est dans toute autre direction ou de tout autre genre. Je vais y venir tout de suite. Dans la section 4, sous-section A, il est dit « Les actifs de réserve stratégique peuvent être réévalués périodiquement afin de refléter leur contribution à la stabilité économique nationale et à la viabilité de la dette. » Là, on rentre dans le cœur du sujet. C'est-à-dire que la loi dit les États-Unis se donnent le droit de fixer n'importe quel prix pour n'importe quel métal ou n'importe quelle crypto-monnaie parce que ça peut servir la viabilité, la survie de la dette et la survie des États-Unis dans leur gestion de la dette. Vous savez comme moi que la dette des États-Unis est absolument colossale, abyssale, et que c'est le plus gros problème aujourd'hui économique de Donald Trump, puisque les États-Unis doivent déjà payer plus que 1,2 trilliard de dollars rien qu'en intérêt sur la dette. C'est 1,2 trilliard qui ne sont pas utilisés à autre chose économiquement plus rentable. Donc, bien évidemment, cette question de la dette est extrêmement importante pour les États-Unis. Enfin, section 5, sous-section D, en cas d'urgence économique nationale, le secrétaire au Trésor peut mettre en œuvre des mesures extraordinaires, y compris, mais sans s'y limiter. Alors, lisez bien ceci, l'acquisition obligatoire d'actifs stratégiques détenus par des particuliers à des valeurs déterminées par le Trésor.
Ça veut dire quoi? Eh bien, que cette loi dit, en termes très polis, que les États-Unis se réservent le droit de réquisitionner les crypto-monnaies et l'or et l'argent de sa population. Et non seulement de réquisitionner, mais en plus de payer cet or à une valeur qui est déterminée par le Trésor et pas par le marché. Alors, vous vous rendez bien compte que là, ça devient littéralement, comment dirais-je, c'est pire que la loi Sapin en France, quoi. Donc, il faut bien se rendre compte que ici, la loi dit, et elle est applaudie par tout le monde aux États-Unis, chers Américains, on peut vous enlever vos avoirs si on en a envie et le payer comme on veut. Donc, c'est quand même assez grave ou c'est quand même assez important. Heureusement que ce n'est pas chez nous, c'est une loi américaine qui concerne les Américains, mais vous comprenez bien que cette loi pourrait très très bien servir d'exemple à une loi qui pourrait être établie de la même façon dans certains pays européens. Je vise un pays particulier qui a une dette absolument abyssale, qui est horriblement mal gérée, parce que gérée par ce qu'on appelle le Mozart de la finance, d'accord, qui sont des connards finis. Et donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, la section 2, sous-section B, concerne donc sans illimité les actifs numériques et les métaux monétaires. Eh bien, le but des États-Unis, en tout cas de la réserve en Bitcoin, pour M. Trump et pour M. Scott Bessent particulièrement, qui est le secrétaire au Trésor, c'est que cette réserve stratégique soit riche d'environ 1 million de Bitcoin et que ce Bitcoin soit valorisé à 1 million de dollars l'unité. Vous avez vu quel est le prix du Bitcoin aujourd'hui, il est en chute libre. Et aussi, là aussi, petite explication plus tard, pourquoi il est en chute libre. Mais donc, le but, c'est quand même de créer une formidable masse de Bitcoin. Je rappelle que, pour ceux qui ne le sauraient pas, que le système mathématique mis en place par la blockchain liée à Bitcoin fait que le nombre de Bitcoin total qu'il pourrait jamais y avoir dans le monde est fixé irrévocablement et on ne peut pas le changer à 21 millions d'unités. Donc ça veut dire qu'une unité, une organisation qui posséderait 1 million de bitcoins possède un 21e de la totalité des bitcoins disponibles dans le monde. Vous comprenez bien que cet organisme-là va faire la pluie et le beau temps en matière du prix du bitcoin, puisqu'elle sera dans une position parfaitement dominante, vu qu'il n'y a absolument personne dans le monde qui aurait 1 million de bitcoins. Aujourd'hui, on ne connaît personne. Même la plus grosse société qui gère et qui mine des bitcoins aux États-Unis en possède pratiquement 600 000, mais n'en possède quand même pas encore 1 million. Et donc, d'où viendraient ces bitcoins? Eh bien, de plusieurs sources. La première source, c'est la confiscation de Bitcoin, particulièrement dans les cartels de la drogue. Vous savez sans doute comme moi que M. Donald Trump est en train de mener une guerre à outrance contre les cartels de la drogue, puisqu'il les a qualifiés d'organisations terroristes et non plus d'ennemis n'importe lesquels, non qualifiés, mais organisation terroriste. Et la loi américaine dit que quand il y a une organisation terroriste, les États-Unis se donnent le droit d'intervenir où que ce soit dans le monde pour liquider ces organisations terroristes. Et c'est exactement ce qui est en train de se faire. Donc aujourd'hui, sachez qu'au Mexique et au Venezuela et sur la mer, il y a énormément de militaires américains qui sont aujourd'hui occupés à éradiquer ces cartels de la drogue. Et donc, en prenant leurs ordinateurs, etc., ils peuvent aussi réquisitionner ou en tout cas confisquer un grand nombre de bitcoins, puisque ces organisations se financent essentiellement à travers des systèmes non régulés qui s'appellent la crypto-monnaie. Voilà. Alors, si vous faites le calcul, 1 million de bitcoins à 1 million de dollars, ça fait 1 trilliard, soit 1000 milliards de dollars, qui serait donc la réserve stratégique des États-Unis. Autre chose aussi, qui est les métaux monétaires, vous savez comme moi
que les États-Unis possèdent 261 millions d'onces, mais cette loi et l'exécution de cette loi pourrait faire que les États-Unis vont se retrouver non pas avec 261 millions d'onces, mais pourraient approcher les 400 millions d'onces. C'est une estimation qui a été faite par des économistes américains. 400 et le target, donc l'objectif, c'est que ces onces soient valorisées à 20 000 dollars l'once. Donc je viens de citer le montant. Aujourd'hui, notre or vaut 3 600 euros l'once, soit 4 400 dollars ou 4 200 dollars l'once, mais pourrait monter jusqu'à 20 000 dollars, puisque ça c'est l'objectif avoué de Scott Bessent pour créer quelque chose qui va permettre de gérer la dette. Donc vous voyez approcher où je vais en arriver. La sous-section 5, sous-section D, eh bien, c'est rien d'autre qu'une loi qui dit nous nous donnons le droit de confisquer les valeurs stratégiques, donc c'est-à-dire l'or détenu par des particuliers à des valeurs déterminées par le Trésor. Donc voilà, c'est une loi qui, en fait, reproduit pratiquement textuellement la loi de 1934 et qui a été signée par Franklin D. Roosevelt lors de pour combattre la Grande Dépression de 1929-1933 aux États-Unis. Effectivement, pardon, excusez-moi. En 1933, donc, le président Roosevelt signe le 5 avril 1933 un ordre exécutif qui dit que tous les Américains doivent amener leurs pièces d'or, leurs lingots d'or et leurs certificats d'or à des banques contre monnaie sonnante et trébuchante, puisque l'État américain achète cet or à 20,67 dollars. Et bien évidemment, ça a été très bien accepté par les Américains à ce moment-là, parce que tout le monde voulait sortir de l'énorme crise de 1929, d'une pauvreté abominable aux États-Unis, un chômage de 32%, etc. etc. Donc, ça a été très bien marketé, si vous voulez. Donc, ça n'a pas créé beaucoup de problèmes aux États-Unis. Mais il est évident que si on recommence la situation aujourd'hui, c'est dans un contexte totalement différent. Alors, pourquoi est-ce que donc M. Roosevelt a signé cet acte? Eh bien, parce que les USA étaient en crise grave de déflation. Et la déflation, je rappelle, c'est la baisse, la chute des prix, la chute des salaires, en fait, une énorme pauvreté, et ce depuis 1929. Effectivement, les prix agricoles et industriels se sont effondrés de 30 à 40% entre 1929 et 1933, et tous ceux qui avaient des crédits, par exemple, acheter une maison, eh bien, je signale qu'à partir du moment où les prix baissent, mais qu'on doit continuer à payer avec des dollars de 1929, avec un pouvoir d'achat de 1929, ça veut dire que la valeur relative, la valeur réelle de ces dettes était en hausse énorme. Les salaires baissaient, mais ils devaient toujours payer les mêmes intérêts et les mêmes remboursements. Ça devenait vachement compliqué. Et donc, ce que Roosevelt a créé à travers cet ordre, c'est une hausse artificielle du prix de l'or. Vous allez voir comment. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'en haussant le prix de l'or, eh ben, on baisse la valeur relative du dollar. Je rappelle qu'en 1933, il existait le standard or. Le standard or, c'était que le dollar valait 1/20 d'once de l'or, et l'or était fixé le prix de l'or était fixé à 20,67 dollars exactement. Donc c'était 1/20,67 d'once d'or que valait le dollar. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, Roosevelt? Une fois que tout l'or a été encaissé par l'État, il a signé le fameux Gold Act qui a revalorisé l'or de 20,67 dollars à 35 dollars l'once
soit une augmentation de 69,32%, ce qui est énorme. Et donc, automatiquement, ça a créé quoi? Ça a créé une dévaluation réelle du dollar par rapport à l'or de presque 40%. Et ça a eu un effet tout à fait extraordinaire parce que à 35 dollars l'once, l'or était plus cher aux États-Unis que partout ailleurs. Et donc, je rappelle qu'on est en 1933, à l'aube, pas encore tout à fait à l'aube de la guerre, mais on sentait les premiers prémices de la guerre. 1933, c'est les pogroms, c'est, comment dirais-je, la nuit des longs couteaux, etc., etc. Donc, en Allemagne, on sent bien qu'il y a une dictature qui s'installe et qui est très, 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 très guerrière. Donc, on pressent l'arrivée de la guerre, donc on se prépare aussi. Et déjà, énormément de gens ont fait basculer leur or vers les États-Unis pour pouvoir le mettre à l'abri. Et bien évidemment, à 35 dollars l'once, vous comprenez bien que partout, dans tous les pays, c'était encore 20,67 dollars. Donc c'était extraordinaire de pouvoir vendre son or aux États-Unis à 35 dollars l'once. Et ça a créé donc un énorme stock d'or pour les États-Unis, puisque en 1934, le stock d'or des États-Unis était de 16 000 tonnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 16 000 tonnes d'or. Aujourd'hui, c'est 8 800 tonnes, donc ils ont vendu pas mal d'or depuis. Bon. Et enfin, évidemment, cet afflux d'or a augmenté la base monétaire américaine, puisque la Fed, grâce à cette augmentation de prix complètement artificielle, a pu éditer et émettre des dollars qui du coup ne valaient plus 1/20 d'une once d'or, mais a créé une inflation, ce qui a permis de remonter les prix, remonter les salaires, relancer la consommation. Et donc ça a été un relatif succès, puisque les prix ont remonté assez fortement, puisque la déflation brutale qui était de moins 25 à 30% entre 29 et 33 s'arrête net en 33-34, et entre 33 et 1937, les prix de gros ont remonté de plus 31% en moyenne, et les prix de consommation plus 15% environ. On n'était pas encore au prix de 1926, mais on s'y approchait. Et donc le pouvoir d'achat moyen des ménages a augmenté énormément, de 20 à 25%, ce qui a permis à ces ménages de commencer de la consommation, d'arrêter d'épargner parce que le moindre sou, il fallait l'épargner tellement les prix, tellement les salaires étaient bas. Et donc, par conséquent, remonter la consommation a permis aussi de remonter le niveau de vie. Et je rappelle qu'en 1933, aux États-Unis, on n'était pas encore aussi industrialisé qu'aujourd'hui. Donc l'agriculture aux États-Unis était la source de richesse numéro 1 des Américains, et les agriculteurs ont terriblement souffert pendant la crise de 29-33. Et il faut savoir aussi que les agriculteurs, c'était les électeurs, c'était le plus grand groupe d'électeurs, si vous voulez, et Roosevelt a évidemment politiquement misé énormément sur la remise en route de l'agriculteur pour pouvoir être considéré comme un bon président et encore pouvoir faire un deuxième mandat. Alors, les prix agricoles ont donc monté de 60 à 80% entre 33 et 36, et les revenus agricoles nets ont littéralement doublé. Et donc, au niveau de l'industrie, les salaires horaires moyens, plus 25% entre 33 et 36. Donc, vous constatez que cette opération de achat d'or et de artificiellement augmenter le prix de l'or a été très bénéfique pour les États-Unis à partir de 1934. Et donc, les Américains ne se sont pas plaints. D'accord? Donc, il faut bien resituer ça dans ce contexte-là. Mais maintenant, évidemment, en 1934, donc, je ne sais pas pourquoi, je vois que mon système ici, je ne sais pas pourquoi ça a sauté, la confiscation avait donc véritablement pour but de créer de l'inflation pour combattre la déflation et la pauvreté qui résultaient de cette déflation. Aujourd'hui,
En 1925, la situation est évidemment, en 2025, pardon, la situation américaine est complètement différente. Alors, je vous ai fait un petit encart, une petite copie d'écran de la dette américaine à 3 heures cet après-midi. Il faut savoir qu'entre maintenant et 3 heures, vous voyez ici, il est marqué 38 330 milliards 200, pardon, oui, 214 982 484. Eh bien, depuis cela, ici, c'est déjà passé à 220 quelque chose, puisque la dette américaine augmente de 1 million de dollars toutes les 10 secondes. C'est absolument incroyable. Donc voilà. Donc il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on ne parle plus du tout d'une déflation, on parle au contraire d'une situation inverse. On est dans une situation de presque d'hyperinflation, d'accord. Et donc aussi pour les États-Unis, une impossibilité de rembourser la dette puisqu'ils sont dans une trappe à dette. La croissance américaine n'est pas suffisante que pour payer les intérêts de la dette. Je rappelle l'effet de levier. C'est un des éléments le plus important qu'il y a en économie, c'est l'effet de levier. Si votre revenu créé par quelque chose est supérieur au taux d'intérêt que vous devez payer pour créer ce revenu, ben vous avez tout intérêt à avoir de la dette. Si, au contraire, votre dette et le taux de la dette est plus important que le revenu que vous créez, ben c'est évident qu'à ce moment-là, vous avez tout à fait intérêt à ne pas avoir de dette. Parce que la dette va vous plomber de plus en plus. Et c'est exactement la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les États-Unis. Et chaque fois qu'on remplace une dette par une autre, je rappelle que le système des obligations, c'est quoi? Une obligation, c'est une reconnaissance de dette des États-Unis ou de n'importe quel pays qui émet des obligations vis-à-vis du porteur de cette obligation. Voilà, tu m'as donné 1000 dollars, je te promets que dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, je te rembourse tes 1000 dollars, et chaque année, je te paye tel intérêt. Bon. Mais évidemment, si le créancier n'a pas fort confiance dans la capacité du débiteur de rembourser, parce que ça va pas si mal que ça, pas si bien que ça, pardon, eh bien, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais moi, je prends un risque supplémentaire de quand même prêter de l'argent à ce débiteur, et donc, ce que je vais faire, je vais demander qu'il paye plus d'intérêts pour me couvrir pour ce risque. C'est exactement ce qui se passe avec les États-Unis, et d'ailleurs avec la France. Je rappelle que la France, aujourd'hui, les nouvelles obligations qui sortent de la Banque de France, eh bien, on paye du 4,15, 4,25, 4,50% d'intérêt, alors qu'il y a 10 ans, la France payait 0,25% d'intérêt. Donc c'est vous dire combien Macron a bousillé notre économie. Bon, et donc, aux États-Unis, c'est exactement pareil. Donc, aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité de rembourser la dette, et en plus de ça, ils doivent remplacer plus de un quart de la dette, puisque c'est plus de 9 000 milliards de dettes américaines à des taux très bas qui arrivent à échéance et qui doivent être remplacés par une dette qui nécessairement va payer des taux d'intérêt plus importants, ce qui va augmenter donc la charge d'intérêt payée par les contribuables américains. Et plus ils payent d'intérêt sur la dette, ben moins ils peuvent recevoir des prestations sociales, de prestations éducatives, que sais-je encore. Voilà. Et donc, ça c'est un. La deuxième chose, c'est que même si les Américains avaient la capacité de payer leurs dettes d'une façon ou d'une autre, en la dévaluant, parce que je rappelle que dévaluer, c'est quoi? Ben, dévaluer, c'est simplement dire mon dollar, avec mon dollar aujourd'hui, je suis capable d'acheter avec 100 dollars, je suis capable, ou 1000 dollars, je suis capable d'acheter un téléphone, voilà. Eh bien, demain, ces 1000 dollars ne me permettront plus que d'acheter l'enveloppe autour de ce téléphone, mais plus le téléphone lui-même. Parce que les prix vont exploser. Tout simplement parce que la valeur marchande, la valeur d'achat, le pouvoir d'achat du dollar aura chuté. Ça, c'est ce que fait une dévaluation.
Et pourquoi est-ce que les Américains ne peuvent pas dévaluer aujourd'hui? Tout simplement parce que, je rappelle, le Japon détient approximativement 25% de la dette américaine étrangère. Donc, pour rappeler un petit peu les chiffres, 70% de la dette américaine est détenue par des Américains et un peu plus de 30% de la dette américaine est détenue par d'autres pays. La Chine, l'Inde, la Corée du Sud, le Japon, la France, l'Allemagne, etc., etc. Si les États-Unis dévaluent, ça veut dire que les réserves de dollars de tous ces pays vont perdre du pouvoir d'achat. Vous comprendrez bien que la Chine et l'Inde, et particulièrement le Japon, ne seront pas fort d'accord. Parce que le Japon détient 1900 milliards de dollars de dette américaine, donc d'obligations américaines. Si tout d'un coup ils reçoivent 1900 milliards de dollars qui valent plus un clou, vous comprenez bien qu'ils ne vont pas être très 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 contents. Ni les Chinois qui ont encore 875 milliards, ni les Russes qui, même si c'est bloqué, ont toujours droit à 375 milliards, ni les Allemands qui ont, je crois, pas loin de 700 milliards, l'Angleterre qui passait pas loin de 700 milliards, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez bien que d'évaluer, c'est pas quelque chose qui est facile pour un pays dont la dette est achetée par énormément de pays étrangers. Donc ils doivent trouver un système pour essayer de gérer cette dette, et c'est justement là que cette loi va jouer son rôle, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce que, tu sais, les grands débiteurs ou les grands créanciers des États-Unis sont aussi des pays qui possèdent beaucoup, beaucoup d'or. Alors, il y a peut-être un petit calcul à faire, se dit M. Trump, ou se dit M. Scott Bessent, et c'est pour ça que la loi a été sortie, parce que je suis d'or qu'ils ont fait un petit calcul bien savant, et que le résultat n'est pas si mauvais que ça. Alors, comment est-ce que ça va se passer, donc, l'exécution de cette loi américaine, donc la loi qu'a émise Donald Trump? Eh bien, ça va se faire en 5 étapes. Première étape, quelque part, courant 2026, probablement début 2026, tout d'un coup, on va entendre les Américains qui annoncent que l'État est d'accord de racheter de l'or aux citoyens à, par exemple, 4400 $ l'once, si le cours est à 4200 ou 4350. Ils vont peut-être donner une petite prime supplémentaire parce que, étant donné qu'il faut créer une réserve stratégique, eh bien, on est prêt à faire un petit effort et l'État serait d'accord de verser, par exemple, vous, monsieur et madame, n'importe qui, monsieur et madame Dupont, vous avez 1 kilo d'or, eh bien, on vous rachète votre kilo d'or avec une petite prime supplémentaire. Ça ne va pas durer longtemps parce que, évidemment, on annonce ça en disant, voilà, l'État a besoin de se faire une petite réserve, on fait appel à vous, si vous êtes vendeur, on vous donne une petite prime, mais attention, toute cette opération va durer maximum 1 mois, à peu près, d'accord? Donc vous avez 1 mois pour vendre si vous voulez. Et si on s'en réfère à 1933, il y a déjà pas mal de gens qui vont amener de l'or. En 1933, cette première opération a permis d'acquérir à peu près 400 tonnes d'or. 400 tonnes sur les 16 000, mais c'est quand même pas si mal que ça. Donc ça, c'est la première étape qui va se passer. Et puis tout d'un coup, quelques semaines plus tard, à la fin de la période bénie où on dit, tiens, on fait une opération de rachat avec une petite prime, eh bien, il va se passer autre chose. On va passer à l'étape 2. C'est que tout d'un coup, il va y avoir une loi où l'application de comment s'appelle l'ordre exécutif de Donald Trump, qui va dire, à propos, vous êtes obligé de déclarer votre possession en or. Parce que l'or, c'est quand même utilisé pour blanchir de l'argent, c'est quand même un outil de fraude fiscale. Enfin, on va inventer des tas de prétextes, d'accord,
pour dire, ben voilà, monsieur et madame, si vous possédez de l'or, l'État veut savoir combien vous en possédez, parce qu'on veut faire un recensement des richesses des États-Unis et de sa population. Et bien évidemment, à ce moment-là, le gouvernement va dire, ben voilà, si vous avez de l'or, on est prêt à vous le racheter, mais au prix du marché. On ne va plus offrir une petite prime, on vous le rachète au prix du marché. D'accord? À vous de savoir si vous voulez le faire ou non. C'est une déclaration obligatoire, mais pas une vente obligatoire. Ça, c'est l'étape numéro 2. Donc, la pression va se resserrer un petit peu. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que au bout d'un certain temps, probablement 3-4 mois après la déclaration obligatoire, tout d'un coup, on va sortir un impôt nouveau. C'est-à-dire qu'on va dire, ben, mais écoutez, si vous avez de l'or et que vous ne souhaitez pas le vendre, c'est bien, mais on va vous le taxer. Par exemple, si vous possédez pour plus de X milliers de dollars d'or, je cite un chiffre en l'air, hein, c'est juste un exemple. Imaginons que vous disiez, voilà, vous possédez pour plus de 20 000 dollars en or, eh bien, tout ce qui est au-dessus de 20 000 dollars sera taxé chaque année 5%, parce que, voilà, ça s'appelle un gain non réalisé, par exemple, ou on va inventer un prétexte quelconque pour ça. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé en 1933. Avec évidemment, si vous ne payez pas ces taxes, ben, c'est évidemment contrôles fiscaux, amende sur de l'or non déclaré, etc., etc., etc. Mais de nouveau, ça va faire peur à beaucoup, beaucoup de gens. Et donc ces gens vont vendre, les Américains vont vendre leur or en grande partie. C'est là qu'il y a le plus de ventes qui se sont réalisées. Et le gouvernement achète au cours du jour. Je signale que quand des opérations comme ça se font à des niveaux comme le pays des États-Unis, qui est quand même un pays de 354 millions d'habitants, et que des ventes sont pratiquement forcées à cause de la pression fiscale, qu'est-ce qui fait? Le prix de l'or, il chute de façon épouvantable. Et les gens qui ont vendu en premier lieu se disent, ouais, j'ai fait une bonne affaire, parce que quand je vois le prix de vente que reçoivent maintenant les gens, eh bien, j'ai eu bien raison de vendre mon or. C'est une façon de raisonner à très court terme qui est tout à fait exacte, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de raisonner, on va voir tout de suite. Et puis, on va passer à l'étape 4, qui est carrément la loi de la confiscation. D'accord? Cette loi, elle va être émise suite à une crise quelconque. Ça peut être une crise européenne, ça peut être une crise américaine. Par exemple, eh bien, il y a énormément de sociétés de financement qui capotent parce que les gens ne payent plus leur crédit. Les sociétés capotent. Bon, tout le système financier est en train de vaciller. Je rappelle les textes des lois que je vous ai montrés en cas comment ce qu'on appelle de nécessité économique. Hein. Vous voyez, les termes du texte sont très policés, mais ils sont très précis aussi. En cas de nécessité économique, l'État peut imposer une réquisition de l'or et des métaux précieux et des bitcoins et que sais-je encore de la population. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 1934 quand Roosevelt a émis cette loi du 5 avril. Il a dit, ben voilà, il est impératif de sauver le pays parce que nous sommes dans la dèche et que la pauvreté est énorme. Ici, il est impératif de sauver notre pays parce que la dette est insurmontable et que les États-Unis risquent de perdre leur puissance mondiale. Donc, par conséquent, vous devez vendre votre or dans un délai de 90 jours. Et bien évidemment, ce sera à un prix, cette fois-ci, diminué. D'accord? Et là, c'est très simple, la loi va dire, si vous ne le faites pas, 10 ans de prison, 10 000 dollars ou 20 000 ou 100 000 dollars de pénalité, enfin, ce sera vraiment très très important. Et là, la récolte totale estimée aux États-Unis par des économistes, c'est qu'on pourrait arriver, si cette loi passe, eh bien, c'est à peu près 4 000 tonnes d'or que l'État va récupérer, ce qui veut dire que son stock d'or passerait de 8 800 à peu près 12 800 tonnes. Voilà, ce qui est quand même pas rien. Bon.
Et puis, ça, c'est le coup de Jarnac derrière. Qu'est-ce qui va se passer? À peu près 9 mois après la confiscation, eh bien, ils vont annoncer la revalorisation de l'or. Donc, ça veut dire qu'au lieu de payer 4400 ou 4200 ou 3500 dollars l'once, comme ils l'ont payé lors de la confiscation, ils vont dire, eh bien voilà, l'or vaut dorénavant 20 000 dollars. Nous, au niveau de l'État, on considère que l'or vaut 20 000 dollars. Alors vous allez me dire, mais comment est-il possible de faire cela? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'une loi. Parce qu'il n'y a absolument aucun règlement international qui prévoit qu'on peut ou on ne peut pas donner une valeur à l'or. Voilà. Ça s'est fait par décret en 1933, ça va se refaire par décret en 2027 ou 2028, voire même 2026 s'il y a une grosse crise qui se profile. Et donc, qu'est-ce que tous ceux qui ont vendu leur or précédemment vont voir, ils se sont dit, on s'est fait entuber jusqu'à la gauche parce qu'on a vendu à bas prix et on a perdu un profit potentiel colossal. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Bien. Alors, si on prend la situation américaine en 2025, je parle bien des États-Unis et pas de l'Europe pour l'instant, ça va bien. La masse monétaire des États-Unis est aujourd'hui donc ce qu'on appelle la M2, masse monétaire 2, est de 22,3 trilliards de dollars. Qu'est-ce que c'est que cette masse monétaire? Eh bien, si vous regardez ici sur l'écran, vous voyez que la masse monétaire 1, c'est les pièces et les billets en circulation, ainsi que tout ce qu'il y a sur les comptes à vue. Donc les comptes à vue, c'est votre compte en banque avec lequel vous payez vos courses et votre loyer, et votre gaz et votre électricité. Ça, c'est tout cet argent-là. Ça fait partie de la masse monétaire 1. Et la masse monétaire 2, c'est le M1 plus les dépôts à terme inférieur ou égal à 2 ans et les livrets et autres dépôts à préavis inférieur ou égal à 3 mois. Donc ça veut dire tout l'argent qui peut être redemandé aux banques avec un préavis relativement court. Voilà. Donc la totalité de ces deux masses-là, ce qu'on appelle la masse M2 aux États-Unis, ça représente 22,3 trilliards. Alors, quel est le calcul de Scott Bessent? C'est extrêmement simple. Si les États-Unis, grâce à ça, à cette loi et à cette confiscation, atteignent un total de 400 millions d'onces d'or. Aujourd'hui, il y a 261 millions. Et si ces 400 millions sont valorisés à 20 000 dollars l'once, ça veut dire qu'on arrive à 8 trilliards, c'est-à-dire 8 000 milliards de dollars qui tout d'un coup sortent de nulle part uniquement parce qu'une loi a décidé que l'or devait valoir 20 000 dollars. Si en plus il y a ce 1 million de bitcoin valant 1 million l'unité, ça fait 1 trilliard. 8 trilliards plus 1 trilliard, ça fait 9 trilliards. Si on fait le petit calcul, 9 trilliards par rapport à 22,3 trilliards, eh bien ça fait 40,36. Ah, 40,36, ça vous rappelle rien? Eh bien si, pour les économistes, ça rappelle quelque chose de très précis. C'est-à-dire que lors du standard or qui était valable depuis 1879 jusqu'en 1933, eh bien, les monnaies étaient adossées à l'or à raison de 40,36%. Voilà, on revient au standard or. D'accord? Et donc, c'est pour ça que ces 20 000 dollars sont vraiment le but de Scott Bessent. 20 000 dollars l'once, parce que c'est le prix dont ils ont besoin pour retrouver un équivalent de standard or, à savoir que le dollar est donc adossé à l'or, et l'or et du bitcoin, pour un total de 40%, 40% plus, 40,36%. Et ça, l'espoir, c'est que ça rend de nouveau le dollar extraordinairement crédible et assoit le dollar comme monnaie de réserve internationale pour continuer à dominer le monde, parce que, vous vous rendez bien compte, les États-Unis ne vont pas lâcher la domination du monde sans combattre. Et donc, par conséquent, eh bien, c'est ça qu'ils veulent faire au niveau monétaire. Et donc, ainsi,
aussi, le problème de la dette est réglé sur papier, puisque maintenant, tout d'un coup, la dette est adossée pour 40% à, enfin pas 40%, pour à peu près 28 à 29%, presque 30% à des avoirs tangibles. Bon, c'est possible que ce soit comme ça, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les Américains? Ils vont dire à la Fed, eh bien voilà, maintenant, je vous donne un certificat qui ne vaut plus maintenant 900 millions ou 780 milliards, mais qui vaut 9 trilliards. Donnez-moi un certificat et donnez-moi 9 milliards de dollars frais de la planche à billets, de façon à ce que je puisse financer mes opérations et tout, et tout, et tout. Et là, c'est ici que va commencer l'énorme problème, à savoir l'effondrement monétaire. Effectivement, si le prix officiel du dollar devient 20 000 dollars l'once, pardon, le prix officiel pas du dollar mais de l'or devient 20 000 dollars l'once, le marché, qui jusqu'à présent travaillait à par exemple 5 000 dollars, on va dire que l'or a encore augmenté un petit peu sur 5 ou 6 000 dollars d'ici fin 2026 ou début 2027, eh bien, le prix du marché ne va pas, le marché va pas accepter tout de suite que eh bien, tout d'un coup, tout le monde dit l'or vaut 20 000 dollars. Non. L'or va passer à 5 000 ou 6 000 ou 7 000, et puis 8 000, et puis 10 000, 12 000, et en fin de compte, atteindre 20 000 dollars, ça va prendre entre 12 à 18 mois pour que le marché accepte ce prix. Mais il faut rendre bien compte que lorsque l'or aura atteint 20 000 dollars, ça veut dire que le dollar va s'effondrer et perdre 80% de sa valeur par rapport à l'or. 80%. Et je rappelle quand même une chose, je vous invite d'aller sur Internet. J'ai été bête, j'aurais dû le mettre ici, faire une planche. Si vous demandez quelle est la valeur relative de chaque monnaie par rapport à l'or et considérez que l'or est égal à 100, vous voyez que toutes les monnaies sont en train de se casser la figure. Et l'or, c'est la valeur de référence absolue, qu'on va dire 100. Donc ça veut dire que si tout d'un coup on crée 9 trilliards de dollars en plus, ça va créer une inflation galopante et surtout ça va complètement faire chuter la valeur de dollar. Et cette dévaluation, ça va se répercuter absolument partout. À savoir, les prix des aliments ou des denrées alimentaires vont nécessairement pratiquement tripler, l'énergie, le prix de l'énergie va quadrupler, le prix de l'immobilier va exploser, exprimé en dollars, mais le problème c'est que les salaires ne vont pas suivre et donc énormément de gens vont se retrouver à la rue avec l'incapacité totale de se payer une maison décente ou une habitation décente et l'inflation va atteindre des 20-30% l'an. Pourquoi? Parce que la dette de 38 000 milliards de dollars va rester une dette de 38 000 milliards nominale. Mais après ajustement pour tenir compte de la dévaluation, cette dette aura la même valeur que 5 000 milliards de 2025. Et donc vous vous rendez bien compte que l'État de cette façon-là a effacé pratiquement 37 000 milliards 33 000 milliards de dettes réelles, simplement par une opération de revalorisation de l'or. Et donc, la question qu'il faut se poser, c'est qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Alors, qui sont les gagnants? C'est le gouvernement américain, évidemment, puisqu'il aura d'un coup de baguette magique, hop, on dit une loi, avec une loi, on dit voilà, l'or vaut 20 000 dollars, et non plus 4 400 comme c'est le marché qui l'a défini. Et donc, ça veut dire qu'ils vont effacer d'un trait de plume 80% de la dette parce qu'ils vont rembourser ces dettes avec du papier de singe, hein, du papier cul, excusez-moi. Hein. Littéralement, c'est la monnaie de singe. Bon. Et donc, de cette façon-là, ils vont pouvoir continuer à emprunter encore et encore. Et je rappelle une chose, je vais essayer de retrouver très rapidement la chose. Je suis à quel lien là, dans les gagnants?
On va aller très vite. Voilà. Je rappelle qu'il est dit, d'accord, ici, c'est la section 4 sous-section A, les actifs des réserves stratégiques peuvent être réévalués périodiquement afin de refléter leur contribution à la stabilité économique nationale et à la viabilité de la dette. Ça veut dire que plus tard, les Américains, s'ils ont des problèmes avec la dette, ils peuvent très bien dire « Oh ben écoutez, 20 000 $ l'once, c'est pas assez. Eh bien, on fait une petite loi pour dire que l'once d'or vaut dorénavant 35 000 $. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va encore dévaluer le dollar, ça va encore créer de la pauvreté, ça va encore créer de l'inflation. Mais entre-temps, le gouvernement, lui, peut continuer à dépenser comme il veut, simplement par ce tour d'artifice. C'est véritablement un tour d'artifice. Donc je vous garantis que cette loi-là, tout le monde dit c'est fantastique parce qu'il a enfin trouvé la solution. Oui, mais on va voir une solution qui fait gagner qui et qui fait perdre qui. Et c'est là que ça devient quand même intéressant. Alors on va revenir aux gagnants. Deux qui sont gagnants sont les politiciens parce que ça leur permet d'éviter de devoir annoncer des augmentations d'impôts ou d'annoncer des diminutions de prestations sociales. Avec ce tour de passe-passe, eh bien, ils annoncent rien du tout. Ils font semblant que c'est fantastique parce que les gens vont avoir plus de dollars, mais ce qu'ils ne disent pas aux gens, c'est que plus de dollars, avec un pouvoir d'achat incroyablement diminué, en réalité, c'est moins de pouvoir d'achat. Et les gens vont s'en rendre compte par après, une fois que ce sera trop tard. Et là, ça devient, pour moi, véritablement immoral de faire ce genre de choses. Mais donc, ils vont aussi pouvoir continuer à utiliser la planche à billets. Qui seront des grands gagnants? Eh bien, ceux qui n'ont pas vendu ou qui ont planqué leur or. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pourquoi est-ce qu'on vous dit depuis 2 ans et demi, achetez de l'or et planquez-le dans un endroit où l'État ne peut pas le prendre. La solution que jusqu'à présent je vous ai présentée, il y a une société qui le fait, c'est cette société-là que je recommande fortement, eh bien, précisément son principe même, c'est de dire, venez chez moi, je vous achète de l'or à votre nom, je le stocke à votre nom dans un stock privé, non bancaire, d'accord? Et je garantis que personne ne peut y toucher. Et en plus, je mets un notaire chaque année devant le stock pour vérifier qu'il ne s'est rien passé avec ce stock et que personne n'y a touché et que c'est toujours de l'or physique à 999,9 pour 1000. C'est la solution idéale. Et donc, bien évidemment, tous ceux qui n'ont pas vendu ou qui ont planqué leur or, ceux-là vont faire une culbute de 500%. Donc ceux-là vont devenir immensément riches en dollars, mais en dollars dévalués, mais ça n'a pas d'importance. Ils auront gardé leur pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est important, c'est de garder son pouvoir d'achat. Et enfin, des autres gagnants, ce seront les pays détenteurs d'or, comme la Chine, la Russie, la Pologne, la Turquie, l'Allemagne, la France, les pays BRICS. Mais attention, attention, ces pays détenteurs d'or sont aussi détenteurs de dettes américaines. Et donc, là, ça dépend de la quantité d'or qu'ils ont. Est-ce que cette revalorisation de l'or va surcompenser la perte de valeur de leurs réserves stratégiques en dollars ou non? Et là, c'est très très dangereux et c'est pour ça que quand je vous dis que l'or va atteindre 20 000 $, c'est l'objectif de Scott Bessent. Ça n'est pas absolument dit qu'on va atteindre ce prix-là. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et je vous garantis que les Américains seront très 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 sensibles de vérifier quelles sont les réserves d'or de ces différents pays pour savoir est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire. Je crains qu'il va y avoir d'intenses discussions diplomatiques avant que la réévaluation ne se fasse. Maintenant, voyons les perdants. Alors, les perdants, ce sont ceux qui ont vendu à, par exemple, 4 400 ou 4 200 $. Parce que c'est 80% de valeur potentielle perdue. Ils ont un manque à gagner absolument colossal, ils se sont fait entuber. Et en plus, leurs dollars qu'ils ont reçus, eh bien, ont perdu 80% de leur pouvoir d'achat.
Donc vous imaginez, vous avez vendu quelque chose, et vous vous rendez compte que vous êtes fait entuber, et en plus l'argent qu'on vous a donné, tout d'un coup, il a perdu 80% de sa valeur. Est-ce que vous êtes content? Je crois que non. Et ça, c'est ce qui risque de se passer. C'est la population qui va trinquer, et tous ceux qui ne sont pas au courant, qui font semblant qu'il n'y a pas de problème, tous ceux qui ne veulent pas entendre, enfin les normistes, voilà, ceux-là vont se prendre une gamelle, quelque chose de pas possible. Bon. Les détenteurs de liquidités ou d'obligations. Si vous êtes dans une assurance en dollars, si vous avez des obligations en dollars, sortez de ça le plus vite possible, d'accord? Parce que une fois que la dévaluation aura lieu, eh bien 100 000 dollars d'épargne vaudront 20 000 dollars. C'est très très simple. En termes de pouvoir d'achat, ça vaudra 20 000 dollars. Ce sera toujours 100 000 dollars, mais vous ne pourrez plus acheter que la contre-valeur de 20 000 dollars d'avant la dévaluation. Voilà. Ceux qui ont un revenu fixe, à savoir principalement les retraités, qui touchent une retraite en dollars, eux vont avoir un pouvoir d'achat réduit de 80%. Je vous garantis, et c'est ce qui s'est passé en 1929, les premiers qui ont trinqué, c'est les vieux. Les vieux qui n'avaient pas de fortune, qui ne savaient pas, eh ben, se sont retrouvés à la rue pratiquement du jour au lendemain. Ça a été un massacre. Et c'est exactement ce qui va se passer ici aussi. Toute personne, alors la classe moyenne, qui n'a pas d'actifs tangibles, qui n'a pas de maison, qui n'a pas d'épargne, qui bosse et qui consomme. Et les Américains, ils sont terriblement consommateurs. Le taux d'épargne chez les Américains est infiniment inférieur au taux d'épargne des Français. Eh bien, ceux-là vont évidemment se retrouver le bec dans l'eau parce que les prix vont augmenter à peu près 2 fois plus vite que leur salaire. C'est clair que quand il y a de l'inflation, ils vont exiger une hausse des salaires, mais vous savez comme moi que la hausse des salaires ne compense jamais l'inflation et la hausse des prix. On s'appauvrit toujours petit à petit, de plus en plus. Toute personne qui aura des prêts à taux variable, quelqu'un qui a acheté sa maison à un taux variable au départ parce que s'il avait pris un taux fixe, c'était 3%, mais avec le taux variable, il a pu démarrer à 1,8%, mais il est indiqué que si les taux augmentent, eh bien, ils vont devoir payer plus cher. Donc il prend ce risque-là. Eh bien, sachez qu'avec une inflation de 20 à 30%, tout d'un coup, il va se retrouver avec des taux de 14, 15, 16%. Et donc, du coup, il va pouvoir vendre sa maison parce qu'il n'aura plus la capacité de payer les intérêts. Donc, toutes ces situations-là, ça va être une catastrophe. Et enfin, toutes les entreprises qui travaillent sur du crédit, de crédit devenant abominablement cher étant donné l'inflation, eh bien, tous les taux d'emprunt vont exploser et ça va créer un nombre de faillites absolument colossal et donc un taux de chômage tout aussi important. Donc les perdants, c'est qui? Eh bien, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'a aucune éducation financière, qui ne se rend absolument pas compte qu'on est en train de l'entuber, mais de bas jusqu'en haut. Eh bien, ces gens-là vont se retrouver le bec dans l'eau. Je parle ici des Américains, mais vous vous rendez bien compte que si je suis en train de vous parler de ça, c'est parce qu'il est tout à fait possible que, dans un futur proche, un pays européen ou des pays européens se dotent d'une même type de loi. Et à ce moment-là, il faudra faire terriblement attention et se protéger soi-même. Et la seule façon de se protéger, eh bien, c'est des actifs tangibles. Ce système-là, ça va créer la plus grande transfert de richesse de l'histoire américaine. Quand vous regardez des vidéos de Warren Buffett, qui n'est quand même pas n'importe qui, hein, l'oracle de Obama, c'est le plus grand investisseur des États-Unis. Quand vous regardez des vidéos de Ray Dalio, qui est parti de zéro et qui a créé le plus grand hedge fund, le plus grand fonds d'investissement des États-Unis, qui ne gère quand même que 1500 milliards, donc 1,5 milliard de placements, d'accord, pour ses clients. C'est un monsieur qui a étudié les cycles économiques depuis 200 ans, il les connaît par cœur. Je vous invite vraiment à regarder ces vidéos à propos des cycles économiques. Ben, ce qu'il est en train de dire, c'est exactement ce que je suis en train de vous raconter ce soir. Si vous regardez Peter Schiff, qui est un très grand économiste américain, si vous regardez
j'oublie toujours son nom, un avocat qui a travaillé pour la CIA, oh zut, je dirais même 1000 fois. Moi et des noms, c'est terrible, je n'arrive pas à retenir des noms. Donc, tous ces gens-là sont en train de nous dire s'il y a un énorme transfert de richesse qui est en train de se préparer. Et il est préparé pas comment? Ben, à cause de cette loi de M. Trump. Parce que tout ça est légal, tout cela relève de politique, tout cela est rendu possible par ce simple ordre exécutif de Donald Trump. Et donc, qui va casquer? Eh bien, ce sera le plus grand transfert de richesse de la classe moyenne vers le gouvernement, des épargnants vers les débiteurs, des citoyens dociles vers des détenteurs rebelles et ou des entités étrangères. Ça va être un massacre si ça se passe comme ça. Et tout indique, pour l'instant, tous les petits signaux sont en train de s'annoncer pour indiquer que c'est exactement vers ce que je viens de vous décrire qu'on est en train de se diriger aux États-Unis. Alors, que faire? Eh bien, la chute du dollar sera probablement initiée par une crise. Et la crise prochaine, la plus grande, il y a deux types de crises qui sont là, toutes proches. La première crise, c'est la crise des sociétés de crédit aux États-Unis, qui font partie de ce que j'ai appelé le shadow banking, donc les banquiers de l'ombre, qui ne sont pas soumis aux mêmes régulations, d'accord, et qui sont généralement des propriétés des banques qui gèrent des montants supérieurs à tout ce que les banques ont comme dépôt. Et donc, c'est quelque chose d'atroce, quoi. Si jamais il y a encore des grosses sociétés de financement qui sautent aux États-Unis, c'est tout le château de cartes qui risque de s'effondrer. Et à ce moment-là, la loi de la confiscation risque d'être accélérée. Donc ce ne sera pas vers 2027 ou 2028, ça pourrait se faire en 2026 encore. Bon. Autre chose, autre crise probable, c'est la crise des dettes souveraines européennes. Effectivement, aujourd'hui, il y a 3 ou 4 pays qui sont en très grand danger. Le premier pays, c'est la France. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, avec l'impéritie complète, le manque total de gestion, et même l'abandon du manche, comme l'a dit Cornac, là, d'accord, c'est catastrophique. Aujourd'hui, la France va directement dans le gouffre. Et comme il y a encore pour à peu près, si je ne m'abuse, 700 milliards de dettes qui doivent être renouvelées cette année-ci et l'année prochaine, eh bien, si la France et particulièrement les étrangers, je rappelle que 50% de la dette française est détenue par les étrangers, eh bien, il est tout à fait possible que les étrangers disent oui, d'accord, mais vous devez me payer du 7% ou du 6,5%. Et ça, la France ne pourra pas le faire et devra faire défaut. Ça veut dire que c'est l'euro qui va sauter tout de suite. Et ça veut dire que si l'euro saute, c'est une crise majeure qui va entraîner une crise des banques aux États-Unis aussi, parce que je rappelle que quand même beaucoup de banques américaines détiennent du papier, donc des obligations européennes, parce qu'ils considèrent que les obligations européennes, c'est du sûr de sûr. Eh bien non, c'est pas si sûr que ça. Si ce n'est pas la France, ça peut être l'Italie. L'Italie doit renouveler plus de 550 milliards de dettes à des taux qui vont être très énormes. Et donc Mélanie a déjà menacé de quitter l'Europe parce que ce n'est plus possible. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans un pays comme l'Italie, payer des dettes aussi énormes et rester dans l'euro. Ça n'est pas possible parce que l'euro est un frein du développement aujourd'hui. C'est un frein du développement. Et les Allemands en ont ras-le-bol de payer pour les autres. Donc il est tout à fait possible qu'en 2026, l'Europe saute. Je vais faire ma prochaine présentation, mon prochain live, je crois que je vais le faire à ce propos-là. Et donc, il faut faire très entièrement attention. C'est clair que cette loi de confiscation sera toujours liée à une crise, peut-être l'éclatement de l'Europe. Et donc, à ce moment-là, si c'est le cas, s'il y a une grosse crise en 2026, le calendrier va être accéléré. D'accord ?
Donc ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses dont nous devons nous rendre compte. Un, personne ici, ni moi, ni personne d'autre, même pas Macron, est capable de changer cela. Une fois que le domino est lancé, une fois que la loi est lancée, une fois que la réserve stratégique est en train de se construire, qu'on est en train de magouiller dans ce sens pour créer une confiscation et surtout gérer le problème de la dette américaine, une fois que c'est parti, ça ne peut plus s'arrêter. D'accord? Donc la deuxième chose qui est importante pour vous de faire, c'est de surveiller les signes. Et c'est quoi les signes? Eh bien, c'est les 5 phases que j'ai décrites. 1, une annonce que l'État est prêt à racheter l'or de ses citoyens. 2, une annonce qu'on est obligé de dire coucou, voici combien j'ai en or ou en argent. Donc on est obligé de donner un rapport, ou en tout cas de dire combien on a. Et la troisième chose, ce sera à ce moment-là, ce sera la pression fiscale, puis la confiscation, et enfin la dévaluation. Mais donc, faites attention aux signes. Plus les signes seront là, plus ce sera important de mettre votre épargne, pour vous, Européens, comment dirais-je, en sécurité. Voilà, c'est ce que j'ai recherché. Donc, mettre votre épargne à l'abri, sortir du dollar certainement avant 2027, et de l'euro certainement avant fin 2026. D'accord? Donc ça veut dire que si vous avez des assurances en fonds européens, si vous avez des placements en fonds européens, si vous tenez des obligations de n'importe quel pays, y compris l'Allemagne et peut-être moins la Hollande, mais y compris l'Allemagne, sortez de ça le plus vite possible et évidemment diversifiez vos placements, mettez-les en choses tangibles. La première chose, c'est l'or. Même si aux États-Unis on confisque l'or, et même si en Europe on risque de pouvoir le faire, eh bien, sortez quand même votre argent, mettez dans de l'or et mettez-le dans des coffres privés, là où personne ne peut les atteindre. Et quand bien même, je signale qu'aux États-Unis, lorsque ils ont édité cet ordre, eh bien, ils se sont rendus compte qu'il y a un gros 30% de la population qui n'a absolument jamais suivi la loi, qui n'a rien déclaré du tout, qui n'a rien fait du tout, qui a enterré son or et qui s'est tué comme fromage de cochon, eh bien, ils s'en sont parfaitement sortis parce que le nombre de personnes qui sont passées en prison pour non-déclaration d'or, c'est ridicule par rapport au nombre de gens qui n'ont rien dit et qui se sont retrouvés avec de l'or réévalué en main et qui s'en sont sortis très très bien lors de la crise. Donc, je vous dis très sincèrement, achetez de l'or, mettez-le dans sécurité dans un coffre privé comme voilà, et puis c'est terminé. C'est tout, c'est pas compliqué, d'accord? Mais mettez-le dans de l'argent, mettez-le dans du bitcoin, mais attendez un peu parce que le bitcoin est en train de continuer à se casser la figure. Alors j'allais dire aussi pourquoi est-ce que le bitcoin se casse la figure. Aujourd'hui, on subodore. Je ne peux pas donner d'assurance sur ce que je dis ici. C'est une hypothèse qui est de plus en plus en vogue et qui dit que voilà, certaines grandes banques jouent le jeu de l'État américain et vendent du Bitcoin et vendent même du Bitcoin à terme. C'est-à-dire qu'ils vendent des Bitcoins qu'ils n'ont pas. Et donc, plus on vend, évidemment, plus le prix baisse, parce que s'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, le prix diminue. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour permettre à l'État américain de racheter du Bitcoin très bon marché avant de le réévaluer à 1 million de dollars. C'est juste un jeu de dupes. Donc attendez encore, le Bitcoin est en train de se casser la figure. On est passé de 125 000 dollars à 75 000 dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 50 000 dollars de baisse en quelques jours, enfin une dizaine de jours, et ça continue. Et donc, par conséquent, si vous voulez acheter du Bitcoin, attendez encore un petit peu, mais surveillez quand même, surveillez comme le lait sur le feu, parce qu'il y a certainement moyen de faire quelque chose de très intéressant avec le Bitcoin. Bon. Achetez des fonds asiatiques et achetez alors des actions dans des sociétés qui sont dans des secteurs en développement. Bon, là, il faudra faire un petit peu de recherche, évidemment, mais les secteurs en grand développement et qui offrent des potentiels colossaux
pour le futur proche et moyen, c'est tout ce qui s'appelle le fintech, c'est-à-dire la technologie financière, les algorithmes, le médical, l'intelligence artificielle, l'énergie, l'infrastructure. Donc ce sont les grands secteurs d'investissement dans lesquels, et je peux, si vous le souhaitez, vous indiquer déjà un fonds ou des fonds qui sont très très actifs dans ce genre de choses et qui donnent des revenus absolument spectaculaires. Mais quand je dis spectaculaire, je parle de plus de 100% par an. Et avec des fonds qui sont parfaitement légaux, intéressants, très bien organisés et présents à peu près dans le monde entier. Donc si ça vous intéresse, ben, f.or2p@pm.me, envoyez-moi un petit texto et je vous en parlerai si vous le souhaitez. Voilà. Alors, voilà. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est... Quelle heure il est là maintenant je ne sais pas, il est... Ouh là là, il est 21h10. Quel or acheter? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent je souhaite acheter de l'or, quelles sont les pièces que vous me recommandez? Mesdames et messieurs, je ne suis pas un spécialiste des pièces. Moi, je sais une chose, c'est que la meilleure solution, c'est d'investir dans de l'or en lingots garanti et certifié LBMA, c'est-à-dire des lingots qui contiennent 999,9 pour 1000 parts de or pur. Les pièces, il y a des pièces d'or pur, le Golden Leaf, le 50 pesos mexicain, etc., etc., qui valent à peu près le prix d'une once, c'est-à-dire 3000, 3500, 3600 euros. Voilà. Mais il y a plein de pièces qui sont dans des alliages différents. Je rappelle que l'or est un métal mou. Si vous laissez tomber une bille métallique d'1 mètre de haut sur un lingot d'or, eh bien, ça va faire une petite encoche, ce qui prouve que l'or est un métal mou. Et donc, pour que les pièces ne plient pas, évidemment, ce sont des alliages différents. Et plus les alliages sont différents, plus les prix varient. C'est pour ça que dans les pièces, vous avez de tout à boire et à manger. Je n'y connais rien, je n'ai pas l'intention de me spécialiser là-dedans. Je vous dis simplement, il y a des alliages différents. Et donc, si vous voulez vraiment acheter des pièces, ben, vous allez dans des grandes maisons bien cotées en France. Mais attention, vous serez fiché, bien évidemment. Si vous ne voulez pas acheter de pièces ni de lingots, il y a les bijoux. Mais attention pour les bijoux, parce qu'un bijou, c'est le prix de l'or plus le prix de la mode. D'accord? Donc le même bijou, contenant par exemple 5 ou 10 grammes d'or, eh bien, peut valoir la moitié du prix d'un autre bijou qui contient 5 grammes d'or aussi, mais qui est à la mode alors que l'autre ne l'est pas. Et donc les bijoux, faites super gaffe à ça, parce qu'une grosse partie du prix est définie par la mode en ce qui concerne les bijoux. Et alors, s'il vous plaît, n'achetez jamais, jamais, jamais d'or papier. D'accord? Les gens qui vous disent, oui, mais acheter de l'or papier, c'est génial, vous n'avez pas les frais, vous n'avez pas des frais de garde, vous n'avez pas de ci, les commissions sont bien inférieures, etc. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, le problème, c'est qu'il existe 390 fois plus d'or papier qu'il n'existe d'or réel dans le monde. Alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que les derniers qui vont acheter de l'or papier vont être les dindons de la farce, parce que tous les autres qui vont acheter de l'or papier avant, ben, eux se seront servis et ils vont vendre le plus vite possible dès qu'il y aura le moindre problème. Et si vous suivez un petit peu les évolutions de l'or, eh bien, vous vous rendez compte, aujourd'hui, le World Gold Hub dit très très clairement, les achats d'or physiques sont comme ça, et les ventes d'or, enfin, les achats d'or papier sont plutôt comme ça, c'est-à-dire qu'on en vend plus que ce qu'on en achète. Et les ETF ont été évidemment le grand outil des banques pour manipuler les cours de l'or. Voilà. Je rappelle, pour ceux qui s'en souviennent, que la Russie est en train de créer, ou a créé déjà maintenant, une bourse de l'or à Saint-Pétersbourg qui ne cote que l'or physique, à l'exclusion de l'or papier. Eh bien, curieusement, le cours de l'or physique à Saint-Pétersbourg est bien plus haut que le cours de l'or même physique à la LBMA de Londres.
Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à l'IBMA, on traficote les cours à cause de leurs papiers, ce qu'on ne fait pas en Russie. Mais malheureusement, on ne peut pas acheter en Russie pour l'instant. Voilà. Sauf si vous y alliez personnellement, ça c'est une autre paire de manches. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne rendez-vous à l'édition numéro 50 au 10 décembre 2025 où je parlerai très probablement de la crise européenne qui s'installe et qu'est-ce qui risque de se passer et comment vous pouvez vous protéger. Mais je vous signale que la protection, elle est très très simple. Hein. C'est de l'or, de l'or, de l'or, de l'or, et de préférence de l'or en lingot, parce que là, vous dormez sur vos deux oreilles. Voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une superbe soirée et je vous donne très rapidement rendez-vous. Quand ça, à ma prochaine petite intervention chez Antoine, probablement lundi ou mardi prochain. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.